Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, l'instant culte. Et comme d'habitude, pour animer cette émission, je reçois avec moi Chris. Comment ça va, Chris? Bonsoir, ça va très très bien, et toi-même? Eh ben super. Et dis-moi, Chris, t'aurais pas une surprise pour moi aujourd'hui? Ben oui, j'ai une surprise, nous ne sommes pas seuls cette fois-ci, puisque nous accueillons Florent. Hello, salut, c'est la surprise. Ah, ça va Flo? Et ravi de t'accueillir en tout cas dans l'Instant Culte. Bienvenue effectivement Flo qui nous rejoint pour être chroniqueur à travers cette émission que vous êtes de plus en plus à écouter et nous vous en remercions pour ça. Donc n'hésitez pas à partager. Je le rappelle, c'est sur le samedi à 18h sur Radio Verse et à partir de 19h sur toutes les plateformes de streaming audio. Chris, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, tu es parfait, James, comme d'habitude, ne t'inquiète pas. Écoute, je suis ravi de l'apprendre. Merci. Et donc, pour enchaîner sur cette perfection, je vous propose d'écouter ceci, chers auditeurs, chères auditrices, et on se retrouve tout de suite pour débattre autour de notre film culte ou pas. Il faut qu'on parte tout de suite. Ce que je fais a de l'importance. Vous vous pensiez indispensable à cette ville? Elle se passera de vous. Imposteur! Putain de merde! C'est l'endroit le plus magique du monde. Écoutez-moi! Ouais, vous les machos à grosse burne! Qui veut me voir affronter un serpent à sonnette? Putain, ouais! Et nous allons parler aujourd'hui d'un film sorti il n'y a pas très longtemps, puisqu'il est sorti en 2023, donc à peu près 2 ans, quasiment jour pour jour, un peu plus même de 2 ans, et du film Babylone, un film de Damien Chazelle, avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, entre autres, mais d'autres noms et stars du cinéma hollywoodien. De quoi parle ce film? Flo, tiens, en cadeau de bienvenue, je te propose de pitcher ce film. Alors c'est un film très très dense qui dure 3h10 et où l'on suit le personnage de Manny qui donc interprété par Diego Calva, jeune acteur mexicain d'ailleurs que j'ai découvert sur ce film, qui rêve tout simplement d'être sur un plateau de cinéma. Donc on est dans les années entre les années 20 et les années 30, à partir du moment où le cinéma muet va commencer petit à petit à mourir et va donner place au cinéma avec du son. On a Nelly Laroy qui est interprétée par Margot Robbie, donc il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux-là. On a Brad Pitt qui joue Jack Conrad, excellent d'ailleurs, et qui va jouer un peu cet acteur qui est ultra populaire dans les années 20, qui va finir peu à peu par mourir à cause de cette venue du cinéma avec le son. On va passer par tous les genres à travers ce film, de l'horreur, de la comédie, du dramatique. Donc c'est un film très 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 riche. Écoute, un cadeau de bienvenue en tout cas que tu as maîtrisé, j'ai envie de dire de main de maître, un très bon pitch. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Ouais, très bien, et tu fais bien de dire que c'est plusieurs films en un film, parce que effectivement, c'est tout à fait ça, ce film. Déjà, il dure 3 heures, plus de 3 heures, et on voyage dans le cinéma et dans tous ces genres tout au long du film. Ouais, et donc pour compléter un peu, effectivement, hein, donc on suit effectivement la mort du cinéma muet pour la renaissance, enfin la découverte du cinéma parlant, mais c'est aussi la création de l'énorme industrie qu'Hollywood est aujourd'hui. Tout à fait. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de préciser que c'était réalisé par l'immense Damien Chazelle, à qui l'on doit notamment Whiplash, La La Land et First Man. Exactement, tout à fait. Damien Chazelle, qui est vraiment, je pense, un réalisateur hors du commun, j'ai envie de dire, parce que voilà, il fait des films vraiment qui sont toujours sur un fond effectivement de musique, parce que c'est un homme animé par la musique, mais qui sont quand même complètement différents les uns des autres, et notamment celui-ci, Babylone. Et on voit qu'on passe à travers tous les genres dans ce film. Je ne peux que appuyer tes propos, Flo. Bon, très bien. Bon, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Je pense que la première chose à dire, c'est qu'on passe un bon moment devant le film. C'est-à-dire que oui, ça dure 3 heures, plus de 3 heures, je l'ai déjà dit, mais on est happé par le film, c'est foisonnant, c'est riche, c'est très très bien filmé. La première scène à cet égard, elle est fantastique, et je parle pas de la première scène quand on voit l'éléphant, mais la première scène de fête. La première scène, on peut dire qu'il se passe dans Babylone, quoi. Une fête d'une décadence totale. Cette scène-là, elle est forte. Qu'est-ce que tu en penses, Flo?
Je suis totalement d'accord. En plus, elle est très longue, c'est la scène d'introduction, elle dure, 30 minutes, il me semble. Donc, en fait, ça te pose directement le décor. Tu sais à quoi t'attendre et enfin plus ou moins parce qu'en vrai le film est assez imprévisible, mais en tout cas ça donne la couleur vraiment que le film va avoir et j'ai trouvé cette scène, bah, absolument, déjantée, tous les mots, qui sont du champ lexical de déjanté sont bons pour décrire cette scène. Alors moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et tu viens d'utiliser un mot qui est hyper important, je trouve, pour décrire ce film, c'est imprévisible. Effectivement, chaque scène qui se suit ne se ressemble pas. Chaque scène, est un bijou, à part entière et pourrait faire l'objet d'un film, solo. Et je trouve que c'est vraiment la force en tout cas de ce film, la force, de ses acteurs, on y reviendra un peu plus tard, mais à travers, des scènes, beh, comme tu dis, de 20-30 minutes, parce que chaque scène est quand même assez longue, réussir en fait à accaparer le public d'une manière différente de la précédente et surtout, bah, de construire un film à l'intérieur du film. Et en plus, ben, le caractère imprévisible, je trouve qu'il se traduit aussi beaucoup par, ce qu'on voit à travers le champ de la caméra. Par exemple, on a un personnage qui va parler et puis d'un coup, sans prévenir, il va se passer quelque chose dans le champ et ça va changer toute la dynamique de la scène. Et c'est pour ça et ça, c'est pendant 3 heures, on s'en mange plein des scènes comme ça et c'est ce qui fait que, bah, que le rythme est absolument génial. Ouais, ouais, le rythme est beau, le rythme est fou et ce qui est impressionnant, c'est que on y reviendra un peu plus tard, mais tout le monde, en tout cas, la plupart des gens qui ont vu ce film sont d'accord et pourtant, c'est un film qui a fait quand même un sacré échec au box-office. Ouais, je reviens juste sur ce que vient de dire Flo, c'est-à-dire que cette façon de filmer avec des trucs qui se passent en arrière-plan et qui changent la tonalité de la scène, tu le retrouves aussi dans le montage. C'est-à-dire que tu vois une scène et tu vois tout de suite de temps en temps les répercussions de la scène. C'est-à-dire que lorsque un des personnages meurt, je vais pas citer lequel, parce que je ne veux pas spoiler, tu vois tout de suite son enterrement. Et après, tu reviens un petit peu dans le temps. C'est-à-dire on joue avec le temps aussi dans le film. Ah ça moi ça m'a pas trop sauté aux yeux, cette histoire de temps, comme tu dis. J'ai pas trop l'impression qu'on fait des retours dans le temps. En gros, je veux dire que dans le montage, on voit aussi cet effet-là de perception. C'est-à-dire que, on suit un personnage, mais on va pas tout de suite à un autre personnage. On voit un petit peu des fois les répercussions par des coupures de presse, très encore une fois très, subtiles. Et alors c'est pas dans tout le film, mais tu as aussi cet aspect-là sur le montage de coupures et de montage pour te montrer ce qu'il a dit au personnage. Je suis complètement d'accord parce que en fait, l'histoire de chaque personnage est liée à une seule chose qui est en commun avec tous les personnages du film, c'est le cinéma et Hollywood, de manière générale. Donc au final, qu'on passe de l'histoire d'un personnage à un autre, comme ça sans prévenir, je trouve ça logique en fait. Ouais, complètement, c'est une belle analyse et c'est vraiment ce qui saute aux yeux. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu aussi, pour donner envie, parce que j'ai bien compris que tout le monde avait plutôt adoré ce film, sur, l'exceptionnalité, non ça se dit pas ça? Sur l'excellence, des jeux d'acteurs. Donc on le disait, hein, on a Brad Pitt, Margot Robbie, qui sont des stars de renom, leur succès n'est plus à faire, mais pourtant ils se surpassent à travers ce film. On a Diego Calva, donc qui est un jeune acteur mexicain, comme tu disais Flo, mais qui est vraiment sur le début de sa carrière et qui excelle et qui crève l'écran. Mais on a aussi des personnages un peu plus secondaires et je pense notamment à Tobey Maguire que moi j'ai attendu tout le film parce qu'il était annoncé dès la bande annonce et qui est saisissant à travers les 15 minutes d'écran qu'il a sur 3 heures de film. Bah, moi aussi du coup j'attendais énormément de voir ce que ça allait donner, Tobey Maguire dans ce rôle. Alors il apparaît pas très longtemps, comme tu disais, 15-20 minutes et d'ailleurs, cette scène a beaucoup fait parler parce que beaucoup pensent qu'elle ne sert pas finalement à grand chose dans l'intrigue. Je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que déjà ça change complètement le ton du film et c'est hyper intéressant, comme approche. Non, on bascule complètement dans le film horreur là avec Tobey Maguire. Ah bah, complètement et du coup cette séquence où, Tobey Maguire, avec, une sorte de teint, très blanc là qui rappelle un peu le Mystery Man dans Lost Highway de Lynch. Je pense que c'est un clin d'œil parce que d'ailleurs dans cette, séquence, il y a pas mal de clins d'œil à Lynch. Quand on va dans cette espèce de sous-sol où il y a un cirque, c'est un dépotoir pas possible, on a un homme, qui rappelle un peu The Elephant Man. C'est très bref, genre ça dure 2 secondes, on voit sa tronche et du coup, il y a une ambiance un peu, Lynch dans cette séquence où, bah, on peut clairement voir les inspirations, les références
Et de toute façon, ce film est bourré de références cinématographiques, il est fait pour. Et c'est un vrai bonheur. Quand on les a et même quand on les a pas, on a juste envie de connaître les références. Et c'est ce qui est encore plus drôle à travers ce film, c'est qu'à chaque visionnage, bon, même si voilà, il faut quand même du courage pour regarder à chaque fois un film de 3 heures, on découvre de nouvelles références et comme tu viens de le dire très justement Flo, ce film est bourré de références à tous les succès ou moins succès, hollywoodiens, et en tout cas cinématographiques qu'on a pu, connaître à travers le dernier siècle, j'ai envie de dire. Et notamment, on le voit très bien à travers la scène de fin qui reprend vraiment le cinéma de ses débuts jusqu'à l'avènement du film Avatar. Ouais, je veux bien rebondir sur Tobey Maguire. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire que la scène n'est pas importante, parce que la scène porte à mon avis, l'une des morales du film. D'ailleurs, le personnage de Tobey Maguire, j'ai oublié le nom de son personnage dans le film, mais il répète la phrase du début que dit Margot Robbie dès le début. Nelly Laroy en anglais. Et dis donc, et alors là, excusez-moi, chers auditeurs, chères auditrices, on arrête une seconde l'émission pour applaudir Chris, parce que Merci. il a bien prononcé un nom en version anglaise, Nelly Laroy. Et je te félicite, Chris. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Merci. Nelly Laroy, donc, qui dit dans les 10 premières minutes du film, vous êtes une star ou vous ne l'êtes pas, et moi je le suis. Et c'est une phrase qui est prononcée par le gangster. Ça montre que tout le monde ne pense qu'au cinéma, tout le monde ne rêve qu'au cinéma, et comme le dit le personnage de Manuel, le cinéma nous sort de notre vie de merde, et c'est aussi un moyen de lutter contre la solitude. C'est ça le personnage de Tobey Maguire, c'est ça la morale du truc, c'est que le cinéma il est à l'intérieur de nous, et ça rejoint à la fin. Ouais, et alors, je suis d'accord avec toi et moi j'ai compris une autre morale à travers cette scène. Alors je ne sais pas si je divague. La morale que j'ai retenue à travers la scène avec Tobey Maguire, c'est vraiment que Damien Chazelle nous fait comprendre que, les personnes mauvaises ne sont pas celles qui apparaissent telles quelles au premier abord. Je m'explique, dans le sens où, effectivement, la 1re chose qu'on voit qu'on pense quand on voit, le personnage de Tobey Maguire, c'est que c'est la pire des ordures. Alors effectivement, c'est une ordure, mais à aucun moment il veut réellement quelque chose de mal, au protagoniste. Non, en plus, ils vont chez lui, donc les 2 personnages principaux vont chez lui, et c'est une fête un petit peu décadente, et c'est du même genre, et c'est la même fête par laquelle on était entré dans le film. Et Exactement. c'est là où il y a une seconde morale, moi, je trouve, et une morale un petit peu moins fun. Mais avant d'y aller, avant d'expliquer ma vision, je veux bien savoir ce que Flo a à dire sur ça. De toute façon, au niveau de la morale, on est sur, il le dit lui-même, Damien Chazelle, c'est de l'amour-haine. Donc il y a beaucoup de négativité et il y a aussi de la positivité parce que le film se termine sur de la positivité. Et du coup, au niveau de la morale, ben là ça dénonce tout ce qu'il y a à dénoncer sur Hollywood, hein, et même sur le cinéma actuel. En vrai, c'est assez réel puisque les films comme le film que Damien Chazelle a fait, Babylone, c'est des films qui sont voués petit à petit à mourir. Et on le voit notamment avec l'échec de ce film, ce qui est assez ironique, c'est que ce type de cinéma, ce n'est pas celui qu'on attend, en tout cas dans les salles actuellement. Et c'est dommage parce que au final, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui est le cinéma à la base, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait vivre des émotions, qui vraiment nous fait s'échapper, comme tu le disais, et puis à travers aussi le personnage de Manny, hein. Oui, Flo, d'ailleurs, il a dit dans une interview, Damien Chazelle, il a dit c'est une lettre de haine à Hollywood et une lettre d'amour au cinéma. Et c'est ça que dit le film. C'est ça que dit le film. Le film dit que tu es broyé par Hollywood. Tu es broyé, acteur, actrice, technicien. Tu ne ressors pas vivant de ce jeu avec Hollywood. Et c'est ce que dit aussi en filigrane le début du film. C'est-à-dire que c'est pas grave si tu meurs, c'est pas grave si tu prends une overdose. Tant que c'est pour le cinéma, tant que c'est aux mains des artistes, tu es pardonné. Il n'y a pas vraiment de conséquences. Mais quand ça devient une chose sérieuse, quand le fric entre en jeu, à ce moment-là, il y a des conséquences importantes. C'est ça aussi que dit le film. Oui, après la morale, je pense, de fin, c'est vraiment, vous voulez vivre heureux? Soyez libre et surtout, ne vous faites pas happer par une industrie, telle que celle d'Hollywood. Donc, effectivement, là, je vais être un peu moins d'accord avec Flo quand tu disais que le film finit sur une note positive. Alors il finit sur une note positive
pour le personnage principal, mais pas pour l'industrie du cinéma. Je parlais aussi de par rapport à la note positive qui est pour le spectateur. Puisque, en fait, on a d'ailleurs avec ce jeu de caméra où on a le point d'ancrage qui est sur Manny, et puis on va petit à petit aller sur les spectateurs. Et en fait, là, on s'identifie directement à notre place en fait de spectateur. Il y a cette distinction entre les émotions des spectateurs qui sont tous heureux, et on voit Manny qui pleure, qui a un chagrin, et il y a cette opposition entre les spectateurs et ce que vit Manny. Et ça, c'est toute la force du film, toute la force de Damien Chazelle. J'ai juste, moi, une chose à vous dire. Je vais vous poser la question après. Pour moi, c'est la plus belle lettre d'amour au cinéma. C'est une ode au cinéma, en tout cas, une ode au cinéma depuis les années 20 jusqu'aux années d'aujourd'hui. Donc ma question, elle est simple, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Ce film, culte ou pas culte? Oui, forcément. Culte. Je pense aussi, et en tout cas, il a tout pour le devenir. Et je vais rebondir là-dessus, effectivement. En mon sens, tout comme vous, c'est un film culte. Et je pense que sur les années qui vont passer, il va faire partie des films qui ont été un échec commercial, mais qui vont finir par devenir l'un des films les plus cultes du cinéma. Super. Bah, écoute, j'aimerais qu'on se penche un petit peu maintenant sur ce qu'a pu en penser la presse. Chris, c'est à toi. Ouais, je vais être rapide, hein. Je vais juste citer, comme c'est devenu une habitude dans l'instant culte, je vais juste citer la critique des cahiers du cinéma. Je cite: toutes les scènes sont montées selon des effets de crescendo, voire d'orgasme, surlignées par l'insupportable Mickey Mousing du compositeur Justin Hurwitz, mais cette agitation tient du bouche à bouche désespéré, tout comme la surexpressivité du jeu d'acteur présenté comme un feu sacré. Ils mettent une étoile, ce sont les cahiers du cinéma, c'est parfait. Ouais, donc pour donner un petit peu de sens à Flo et à certains auditeurs qui nous rejoindraient, c'est un peu notre jeu avec Chris pendant les critiques, d'aller voir la critique du cahier du cinéma avec qui on est trop peu rarement d'accord. Donc voilà, effectivement, un film sublime qui a quand même en moyenne une note de plus de 4 étoiles sur 5. Les cahiers du cinéma mettent une étoile et dézinguent encore une fois le film avec des mots que même Chris a du mal à prononcer. Merci. Mais je pensais que ce serait coupé mes erreurs. Elles pourront être coupées, mais en tout cas, tout le monde sait que tu en as fait plein pendant l'enregistrement. Allez, on va pas s'attarder plus longtemps sur les critiques. C'est un succès, en tout cas au niveau des critiques, spectateurs et presse. Malheureusement, un échec commercial. Je pense qu'il est temps de jouer un peu. Allez, il est le temps de se poser des petites questions, essayer de se coller. Flo, honneur aux invités, honneur aux petits nouveaux. Est-ce que tu as une question à nous poser pour essayer de nous sécher sur ce film? Quelle a été la catégorie qui a remporté un Golden Globe? Meilleure composition musicale? Yes. Oui, oui, évidemment. Et d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé à travers le début, mais la bande son, et on vous mettra à la fin de l'émission l'une des musiques, en tout cas de Babylone, mais la bande son est juste folle. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et puis elle joue un rôle tellement important dans le film. Et puis ce duo entre Justin Hurwitz et Damien Chazelle, il faut qu'il reste à tout jamais. Exactement, Justin Hurwitz qui l'avait déjà accompagné sur Whiplash, je crois. Et sur La La Land, et sur First Man. D'ailleurs, je crois qu'ils ont tout le temps collaboré ensemble. Ils ont toujours collaboré ensemble. Super. Chris, as-tu une question pour nous? Oui, Brad Pitt et Margot Robbie ont joué ensemble dans Once Upon a Time in Hollywood et The Big Short, le casse du siècle. Par contre, dans ce film-là, ils font quelque chose qu'ils ne faisaient pas dans leurs 2 premiers films ensemble. Quoi donc? Ils se sont embrassés. Non. Non, c'est pas ça? C'est pas ça, mais c'est un petit peu aussi la réponse. C'est englobé dans la réponse, quoi. Mais je ne peux pas t'accorder. Parce que je sais que Margot Robbie a improvisé, en tout cas, un baiser sur Brad Pitt alors qu'elle ne devait pas l'embrasser. Donc je pensais que cette réponse était ça. Mais non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça du tout. D'accord. Flo, une idée? Non, j'ai très peu de souvenirs en plus du film de Tarantino. Tout simplement, ils se sont donné la réplique. Oui, exactement, tout à fait, bravo. Oui. Et oui, effectivement, dans Once Upon a Time in Hollywood, ils jouent dans le même film, mais à aucun moment ils se croisent. Voilà, exactement. Et là, enfin, ils se parlent. Et en plus, ils s'embrassent sur un coup de tête de Margot Robbie. Histoire géniale. Et est-ce que vous savez, d'ailleurs, moi je vous pose une question, qui devait à la place de Margot Robbie interpréter le premier rôle féminin? Emma Stone.
Oh, bien vu, il est fort, il est fort. Il a bossé, hein, Flo, il Ah a ouais, non bossé. mais Très fort, exactement, c'est Emma Stone. Alors moi, j'avoue que je suis très content que ce soit Margot Robbie parce que je l'adore, mais j'avoue que Emma Stone, c'est un peu ma chouchoute du cinéma américain. Donc je suis quand j'ai appris ça, j'étais un peu déçu. ça aurait été très bien d'avoir Emma Stone aussi, mais Margot Robbie a vraiment livré sa meilleure performance, donc Ouais, et c'est vrai, on ne peut pas et d'ailleurs, on rappellera cette scène, où elle commence justement le cinéma, elle qui était une star du cinéma muet, commence le cinéma parlant et cette scène qui dure pareil 15-20 minutes, est juste à mourir de rire. Elle a un côté fou auquel on adhère tout de suite, en fait, Margot Robbie. Elle a un côté je mords la vie à pleines dents, c'est fun de la regarder jouer. ouais. Puis on a envie de la voir évoluer dans ses délires, même si ça va mal tourner pour elle. Complètement. Flo, d'autres questions, d'autres choses à nous partager, à nous apprendre? On va parler de l'actrice qui joue la réalisatrice blonde qui repère Nelly. Qui est-elle? Oh! Voilà, ça c'est une super question. Ouais, alors moi je sais, enfin je pense savoir, c'est l'actrice, la première réalisatrice d'Hollywood qui a été effacée de l'histoire écrite par les hommes. Et son nom, il y a eu une rétrospective de tous ses films récemment à Paris et j'ai mangé son nom. Est-ce que je suis sur la bonne piste ou pas du tout? Je pensais pas à ça. Plus vraiment juste qui c'est en fait cette personne. Pas d'un point de vue historique, juste vraiment qui est l'actrice. Ah, ok, le nom de l'actrice. Ok, alors non, je ne sais plus. Ah oui, pas l'histoire du personnage, parce que oui, l'actrice, j'allais dire, elle est hyper jeune, c'est pas possible. C'est pas vraiment, en plus, c'est pas vraiment le nom de l'actrice qui est intéressant, c'est plutôt savoir qui c'est vraiment. Eh ben écoute, tu viens de nous sécher. Félicitations Flo, nous écoutons la réponse avec impatience. Eh bien, c'est Olivia Hamilton, c'est l'épouse de Damien Chazelle qui a beaucoup collaboré avec lui d'ailleurs sur ses précédents films. Ah bah super, génial. Ah bah écoute, voilà, tu viens de m'apprendre quelque chose et il faut dire que elle a un super rôle. C'est bien celle qui réalise le premier film dans lequel Margot Robbie joue, c'est ça? Ouais, c'est ça, et puis qui va continuer à la suivre après, et où on va la voir d'ailleurs sur cette scène drôle là, où Ouais. ils vont passer au cinéma parlant. Ouais, ok, ouais, elle est super, ouais. Elle est super, franchement, cette actrice, je ne savais Ouais. pas que c'était la femme de Productrice Damien aussi Chazelle. d'ailleurs. Oui, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui dans les méandres d'Hollywood. OK, Mais vous savez qu'elle a aussi joué le rôle de Margot Robbie dans Babylone. C'est-à-dire que Damien Chazelle a pour habitude de tourner avec son téléphone une version courte, effectivement, oui. une Ouais. version courte du film, ouais, pour tester les scènes et voir comment poser sa caméra. Et il a tourné entre guillemets 2 heures de film avec sa femme en guise de préparation de Ouais. son film. C'est fun Et ça. déjà avec Diego Calva, d'ailleurs, dans le rôle, dans le rôle Oui, de Manny. exactement. Ouais. Est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour réfléchir et que ce film sorte de terre? 15 ans. Exactement, 15 ans, 15 années et c'est ce qui est beau, moi, je trouve, quand les films, ont une période longue comme ça de post, de non, pardon, de pré-production, de voilà, je trouve que c'est forcément quelque chose qui est réfléchi et auquel, même si certaines personnes comme, pour ne pas les citer, les cahiers du cinéma, vont taper, sans avoir jamais réalisé un seul film, ou compris quelque chose au cinéma, vont taper, gratuitement sur des génies. Je trouve ça quand même, fort d'avoir des films aussi réfléchis et aussi poussés. Ouais, on fait un petit peu d'autopromo, mais le vendredi 7 mars à 19h, je vous recommande d'écouter l'interview de Geneviève Cellier, qui a écrit Le culte de l'auteur sur le cinéma français, et on parle des cahiers du cinéma, et accrochez vos ceintures. C'est ça, exactement. Accrochez vos ceintures parce que là, il y a pas mal de choses, à connaître, hein, de quoi écœurer aussi, pas mal d'âmes sensibles. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à nous poser? J'ai une dernière question pour vous, c'est Allez. une énigme. Si je vous dis 7000 pour 250, est-ce que vous savez de quoi je parle? Pas du tout, je vois pas. 7000 sandwichs, donnés pour 250 figurants Alors, t'as 250 acteurs, tu l'as. et ouais, Mais c'est quoi 7000? 7000 costumes. Ah, Ouais, bravo, Ah. bravo James. 7000 costumes pour 250 Ouais, acteurs. ça ne m'étonne pas. oui, c'est vrai que les costumes en plus sont Ils excellents. sont fous, mais tout est beau dans ce film. Quand je disais que c'était une ode au cinéma, hollywoodien, moi je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Flo, une autre question ou pas? On est bon pour ma part. Allez, on est bon. Eh ben écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce film. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous n'avez pas encore vu Babylone de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie ou Tobey Maguire, entre autres, dépêchez-vous d'aller acheter ce film, regardez-le. Surtout, mettez-le avec un home cinéma quand personne n'est dans la maison et mettez le son à fond parce que c'est exceptionnel. Et justement,
Pour se quitter, je vous propose qu'on écoute la première chanson de la BO du film Babylone qui s'appelle Welcome. Et elle s'appelle Welcome, mais moi je vais vous dire goodbye. Chris, à bientôt. À la semaine prochaine, on parlera de Clou d'Atlas. Oh, Claude Atlas, des frères, encore frères, à l'époque, Wachowski. Flo, je te dis à la prochaine. Est-ce que tu seras avec nous la semaine prochaine ou tu reviendras plus tard? Ça va être compliqué la semaine prochaine. Ah d'accord, bon ben en tout cas merci et welcome dans cette équipe pour l'émission L'Instant Culte. J'espère qu'on te reverra très rapidement. Ton analyse était parfaite, je pense que les auditeurs et les auditrices auront le même ressenti que nous. On vous laisse donc sur Welcome, BO de Babylone. À la semaine prochaine, ciao.